Arlo. Waouh! Bonjour les enfants. Coucou! J'imagine que vous n'êtes pas, comme moi, perchés au sommet d'un chêne vert. Oh, si vous pouviez voir la forêt d'automne à mes pieds. C'est splendide, spectaculaire, magnifique. Le jaune, le rouge, l'orange se rencontrent et se chassent à la fois. Quel spectacle pour mes petits yeux. Pourtant, ce ne sont pas eux qui vibrent, c'est mon cœur. J'ai même l'impression que toute cette beauté me rend meilleure. Tiens, essayons avec vous. Si vous fermez vos yeux et que vous imaginez ce que je contemple, ces milliers d'arbres aux feuilles éclatantes, toutes ces déclinaisons de couleurs dans un ciel bleu profond. Est-ce que vous aussi vous ne ressentez pas cette beauté? Waouh! Si? Pourtant, ce n'est pas devant vos yeux que cela se passe. Comme c'est mystérieux et réjouissant. Allons-y, partons à l'assaut du beau. Alors, cher petit philosophe, es-tu prêt à te poser 1001 questions sur le beau? La première, celle par laquelle tout commence, c'est la plus évidente. Qu'est-ce que c'est que le beau? Wow! Le beau, c'est ce qui obéit aux règles de la beauté. Et toi, comment tu aurais défini le beau? Le beau, c'est l'amour. Mais ça alors? Il y a donc des règles de beauté avec lesquelles tout le monde est d'accord? N'est-il pas possible que toi et moi, par exemple, ne trouvions pas belles les mêmes fleurs, ni beaux les mêmes tableaux, ou les mêmes paysages? Qu'en penses-tu? C'est une question qui a beaucoup occupé les philosophes, mais aussi les artistes, les créateurs. Le beau est-il universel, c'est-à-dire le même pour tout le monde, ou bien particulier, c'est-à-dire que chacun en aura sa propre idée? Je crois que, comme souvent, la vérité n'est pas tout à fait d'un côté ou de l'autre. Te souviens-tu de Platon? Nous en avons déjà parlé. C'est un philosophe grec qui a vécu il y a 2500 ans. Waouh! Platon pensait que le beau n'était pas seulement une affaire de goût, mais une porte vers le vrai et le bien. Il disait que le beau est la splendeur du vrai. Quelle drôle d'idée, non? Cela veut dire que quand on contemple quelque chose de vraiment beau, un paysage, un tableau, une musique, on aperçoit un peu de vérité et de bonté à travers lui. Es-tu d'accord? En tout cas, moi, quand je regarde un beau paysage, j'ai souvent le sentiment que cela me rend meilleur. Le sentiment que je nourris mon âme de quelque chose de bon et de nécessaire. As-tu déjà vécu un moment comme ça? Oui, quand je chantais des chants de Noël. Bien des siècles plus tard, un autre grand philosophe, Emmanuel Kant, a parlé du beau. Figure-toi que Kant adorait réfléchir en marchant. Tous les jours, il faisait exactement la même balade, à la même heure exactement, pour réfléchir. Il a affirmé que la beauté n'existe que dans notre perception. C'est-à-dire que la preuve de la beauté se trouve dans ce que je ressens en écoutant une musique splendide, par exemple. Il disait « Est beau ce qui plaît universellement sans concept ». Autrement dit, quand tu trouves un coquillage ou un coucher de soleil beau, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi. Ton cœur et ton esprit s'accordent simplement pour dire oui. Et d'autres personnes le sentent aussi, sans savoir l'expliquer. C'est fascinant, tu ne trouves pas? Kant pense donc que le beau est universel. Il est le même pour nous tous. Je ne sais pas. On n'a pas toujours tous le même goût, n'est-ce pas? Non!
Mais si tout le monde ne voit pas le beau dans les mêmes choses, est-ce que le beau existe vraiment? Socrate, un autre philosophe grec qui posait beaucoup de questions, pensait que la beauté, la vraie, celle avec un grand B, existe quelque part dans un monde idéal. Les belles choses d'ici-bas ne seraient que des reflets de cette beauté parfaite. C'est pour cela qu'on peut être ému devant un tableau, un poème ou même un geste de bonté. On aperçoit un instant quelque chose de plus grand que nous. Cela t'est-il déjà arrivé? J'imagine que tu as déjà visité des églises pour leur splendeur, leurs vitraux chatoyants, leurs sculptures, leurs fresques. C'était toute l'idée des bâtisseurs de cathédrales. Construire ces monuments splendides, à couper le souffle. Car le beau conduit à plus grand que nous, et donc à Dieu. Veux-tu nous parler d'une visite que tu aurais faite et qui t'a marqué? Oui, en visitant un magnifique château. Le beau est important. Mais comment le créer? Ce beau dont on a déjà tous fait l'expérience dans la nature. Voilà une question qui a taraudé peintres, architectes, poètes, musiciens. Comment est-ce que tu t'y prendrais, toi? Utiliserais-tu la musique, la peinture, la danse, autre chose? Certains artistes cherchent le beau dans l'harmonie parfaite. Mais attention, le beau n'est pas toujours sage et symétrique. Il peut être sauvage, étonnant, bouleversant. Une toile de Van Gogh, un poème de Rimbaud ou un morceau de jazz peuvent être beaux justement parce qu'ils débordent un peu, parce qu'ils osent. Est-ce que tu penses à quelque chose qui est beau de cette façon, un peu sauvage, particulière? Oui, je trouve les squelettes et les os beaux. D'ailleurs, notre idée du beau a aussi évolué au fil du temps. Si cette part de mystère que l'on ressent sans pouvoir l'expliquer est bien réelle, le beau a aussi été fasciné par les hommes. Tu le vois dans les tableaux des différentes époques que tu as sûrement pu observer. Les styles évoluent, les techniques aussi. Le beau s'agrandit. Tu le vois dans les bâtiments, par exemple. Tiens, connais-tu le peintre Matisse et son tableau La Danse? Si tu veux, nous avons un épisode dessus. Le tableau représente des corps nus et rouges qui dansent en ronde sur un fond bleu et vert. Il n'a rien d'autre, et les silhouettes sont étranges. Quand Matisse a présenté son œuvre, beaucoup de gens se sont écriés « Quelle horreur !» avant de se rendre compte que ce tableau était un des plus beaux hommages à la vie, à la joie, à la liberté. En apprenant à voir l'harmonie d'une chose, son équilibre, sa lumière, tu deviens un aventurier de la beauté. Tu as une force supplémentaire. C'est pour cela que les artistes regardent le monde différemment. Ils voient le beau là où les autres ne le voient plus, ou pas. Quelle chance! C'est sûrement aussi ton cas. Alors voilà, peut-être que le beau ne sert pas seulement à faire joli. Peut-être qu'il sert à nous éveiller, à nous tirer hors du sommeil du quotidien, à nous rappeler qu'il y a de la lumière dans le monde. Il est essentiel donc. Qu'en dis-tu? Mais attention! Le beau peut aussi être un leurre. Sais-tu ce qu'est un leurre? C'est un piège, une illusion. Il peut nous séduire et détourner notre regard de ce qu'il y a derrière, qui n'est pas toujours bon. Je vais te raconter une histoire. En réalité, c'est un mythe, c'est-à-dire une légende porteuse d'une leçon. Ce mythe, c'est le mythe de Narcisse. Il était une fois, dans la Grèce ancienne, un garçon nommé Narcisse. Dès sa naissance, on disait de lui qu'il était d'une beauté à couper le souffle. Si beau que même les fleurs semblaient se pencher vers lui, que les oiseaux s'arrêtaient de chanter lorsqu'il passait,
Mais Narcisse n'en tirait pas de joie. Il ne s'intéressait à personne. Et personne ne semblait digne de son regard. Il méprisait ceux qu'il aimait, comme si leur tendresse le dérangeait. Il était dur avec les autres et sans compassion. Tu imagines, voilà quelqu'un de bien particulier, ce Narcisse. Les dieux, voyant la cruauté de Narcisse, décidèrent de lui donner une leçon. Un jour qu'il se penchait au-dessus d'une source limpide pour boire, il aperçut son reflet dans l'eau. Il crut voir un autre être, si beau, si parfait, qu'il en tomba amoureux. Il se pencha pour l'embrasser, mais à chaque fois que ses lèvres touchaient la surface, l'image disparaissait. Alors, il resta là, fasciné, incapable de se détacher de sa propre image, de son propre reflet. Peu à peu, il se laissa mourir d'épuisement, de soif, de tristesse, et à l'endroit où il tomba, poussa une fleur blanche au cœur doré. La fleur de Narcisse. Quelle est la leçon de ce mythe, tu penses? Je crois que les Grecs nous mettent en garde. Si l'on ne pense qu'à soi, on devient fou. C'est évidemment important de s'aimer soi-même, mais si on se coupe des autres, on se coupe de ce qui rend la vie belle. Le deuxième message est que le beau peut enivrer, enfermer. Vois-tu, Narcisse n'arrive à aimer qu'une image. Il ne perçoit pas l'âme, la profondeur, et donc ne peut pas vraiment aimer. Mais dis-moi, j'aimerais bien savoir, toi, où ressens-tu le beau? Dans tes yeux? Dans ton cœur? Peut-être dans tes oreilles quand tu écoutes une musique qui t'émeut? Ou dans tes mains quand tu crées quelque chose? Le beau, c'est un peu comme une brise. On ne la voit pas, mais on sent qu'elle nous traverse. Et c'est peut-être ça, le plus beau du beau. Il nous relie, il nous transforme. Il nous rend vivants. Yeah! Et maintenant, j'aimerais te proposer un petit temps pour faire l'expérience du beau. Un petit exercice du beau, si tu veux. Oui! Ferme les yeux un instant. Respire doucement. Essaie de penser à quelque chose que tu trouves beau. Pas seulement joli, non, beau. Peut-être une musique, ou le visage de quelqu'un que tu aimes, ou même une idée, un geste, un mot, un poème, un paysage. Le sens-tu, ce petit frisson-là, quelque part entre ton cœur et ton ventre? C'est lui le beau, il est passé. Voilà, petit philosophe. Comme toujours, j'ai adoré discuter avec toi. Et j'espère que cette conversation en entraînera d'autres, avec tes frères et sœurs, tes parents, tes amis. C'est aussi cela, la beauté de la philosophie.